Bonjour, c'est Cédric. J'espère que tu vas aimer ce nouvel épisode d'Outils du Manager. Si les idées dont je vais te parler te plaisent, tu auras peut-être envie de passer à l'action. Pour ça, j'ai créé une série de mails spécifiques en lien avec le sujet de ce jour. Pour recevoir cette série, il suffit que tu cliques sur le lien en descriptif. Je t'en reparle en fin d'épisode. En attendant, je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut faire si votre chef est un dangereux déviant ou tout simplement si vous éprouvez des difficultés relationnelles avec lui ou avec elle. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Watine et vous écoutez Outils du Manager, le podcast sur le management en français le plus écouté. Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors, tu voulais pousser un petit coup de gueule. Oui, je vais le faire bientôt. En fait, je vais vous parler de ces articles qui proposent de classer votre boss, votre chef, dans la case pervers narcissique. Et j'ai quelque chose à dire là-dessus. Mais avant, je voudrais vous donner le thème général du podcast. En fait, c'est un petit peu ce qu'il faut faire si vous avez des problèmes avec votre chef. Et en fait, il est même probablement très probable que vous en ayez, parce que je vois bien que c'est un sujet récurrent dans les conversations entre amis. C'est assez rare quand je dis ce que je fais dans la vie en dehors de mon rôle de chef d'entreprise. Il n'est pas rare qu'on me dise « Ah bah justement, j'ai un problème de management ». Et donc moi, je m'attends à ce que la personne me dise quel problème elle éprouve pour manager, mais en général, elle me dit qu'elle a surtout un problème dans le management de son chef. Donc c'est un sujet assez répandu. On a aussi beaucoup de sondages qui nous parlent de la mauvaise image des managers. On a pas mal de sujets à la radio régulièrement de ce genre-là, dans les magazines. Et à chaque début des formations que je fais pour former des managers, les questions qu'on me pose en général, c'est comment faire quand on a un manager soi-même qui n'est pas parfait. Or, c'est pas du tout l'objet de mes formations. Moi, l'objet de mes formations, c'est de former les gens au management et c'est pas de leur expliquer comment changer leur boss, puisque pour moi, on ne peut pas changer son boss, je vais en reparler. Il y a aussi un large mouvement dans les médias et sur Internet sur le thème « Votre chef est-il un pervers narcissique ?» Et ça m'embête beaucoup, parce que donc ce qu'on voit se développer, c'est des tests ou tout simplement des questions, du style si vous avez l'impression d'être manipulé ou de ne pas être aidé, ou si elle ou il vous donne du travail pour le plaisir de voir vous enfoncer, alors vous êtes probablement entre les griffes d'un pervers narcissique. J'ai même lu un article universitaire, donc évidemment fait par quelqu'un qui a jamais travaillé en entreprise, qui n'a jamais eu de poste de management, qui expliquait, en tout cas qui défendait la thèse que l'entreprise elle-même, la construction de l'entreprise elle-même, ne pouvait que générer ce genre de déviance chez les personnes en poste de manager. Donc être manager, ça ferait de nous des gens désaxés, dangereux. Et c'est vrai que ça me met un peu en colère, parce que je pense que cette manière de voir les choses, puis de les simplifier, ça fait des dégâts considérables. Je voulais aussi faire ce podcast parce que j'ai eu dans la formation une personne qui m'a envoyé un mail, qui était en détresse, qui était une personne qui a pris la formation et qui était en difficulté. Et cette personne, en fait, était considérée par une de ses collaboratrices comme étant un pervers narcissique. Et cette personne, qui dénonçait la manager qui était en train de faire la formation, en fait, était particulièrement influente auprès des autres collaborateurs du groupe, et elle avait fini par convaincre tout le monde, ou quasiment tout le monde, qu'effectivement, ce manager était pervers narcissique, et cette personne s'est retrouvée en grande difficulté. En fait, elle n'était pas du tout pervers narcissique, au contraire, c'était plutôt quelqu'un qui voulait très bien faire, et qui était plutôt en burn-out, et qui accumulait des maladresses, enfin bref, oui, qui a fait des gaffes au niveau comportement et communication, mais en aucun cas on pouvait lui mettre cette étiquette définitive de pervers narcissique. Et en faisant ça, en fait, sa collaboratrice, au lieu de l'aider, l'enfonçait de plus en plus, volontairement ou non. Donc ce que je voudrais dire, le message de ce podcast, c'est que si vous êtes en conflit ou en inconfort relationnel avec votre boss, je vous déconseille vraiment d'écouter ces articles, de regarder ces articles, et surtout de lui coller une étiquette pathologique, parce qu'en fait, ça aidera personne, et même pas vous. Mon problème avec ces tests,
c'est que des profils vraiment pathologiques, comme ils sont décrits, si on en croit les vraies statistiques, ça représente 2 ou 3, maxi 2 ou 3% de la population, voire moins de 1% de la population. Donc, c'est vraiment extrêmement peu probable que votre boss vraiment soit un pervers narcissique. Je pense que tout le monde s'en doute plus ou moins. Mais ce qui m'ennuie encore, c'est que ce genre d'article, en fait, le risque, en fait, à travers ce genre d'article, c'est le biais de confirmation. Alors, justement, c'est rigolo parce que j'ai enregistré le prochain podcast que je vais sortir vendredi et le thème, c'est le biais de confirmation. Donc, c'est marrant. Peux-tu nous donner la définition? Les grands esprits se rencontrent. Ouais, absolument. Peux-tu nous donner la définition du biais de confirmation? Oui, en fait, en gros, alors je l'utilise pas mal quand on parle du modèle DISC, je vais y revenir plus tard, mais en gros, le biais de confirmation, en fait, c'est une tendance qu'on a tous et toutes qui consiste à privilégier les informations qui confirment nos idées préconçues et à accorder moins de poids aux hypothèses et aux informations qui jouent en défaveur de ces conceptions. Et en fait, ce biais, ça peut se manifester chez un individu lorsqu'il rassemble des éléments ou se rappelle d'informations mémorisées de manière sélective et qui les interprète d'une manière biaisée. En clair, quand on est convaincu de quelque chose, on va être naturellement plus attentif aux indices qui confirment cette hypothèse qu'on a faite. Et on va être moins attentif aux indices qui nient cette hypothèse. Dans la formation que je suis en train d'enregistrer sur le disque, je cite un exemple qui est celui de l'exemple de la Citroën C3. Alors, j'ai rien à voir avec la marque Citroën, mais c'est pour expliquer juste le principe, c'est que ma fille est en train d'essayer de choisir sa première voiture. Et donc, elle m'appelle et elle me dit, bah voilà, papa, la C3, elle me plaît vachement, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, la C3, je connais les voitures, mais pas la C3. Et donc, elle m'en parle et puis je me renseigne. Donc, je vais sur le web, je regarde un petit peu ce qu'on en dit, je regarde les tests, etc. Et puis, j'éteins mon ordinateur, je pars travailler. Et là, sur la route, j'ai l'impression de voir des Citroën C3 partout. Or, il n'y a pas plus de Citroën C3 qu'avant notre conversation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a attiré mon attention sur les Citroën C3. Et donc, quand je suis sorti de la maison, dès que j'ai vu une Citroën C3, ça a attiré mon attention. Et donc, j'ai une vision déformée des choses. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que tout à coup, toutes les voitures presque étaient des Citroën C3. Et du coup, je ne voyais plus les autres voitures. Ça, c'est un biais de confirmation. Et quel est le rapport alors avec notre sujet? En fait, c'est que quand tu lis un article, surtout un article convaincant à propos du chef pervers narcissique, on va te citer une série de comportements qui vont potentiellement correspondre à cette pathologie. Par exemple, on va te dire, votre chef vous donne trop de travail. Il ne vous aide pas. Il ne vous écoute pas lorsque vous dites ne pas y arriver. Vous pensez même qu'il prend du plaisir à cette situation. Il change de comportement selon les occasions. Il passe facilement de la rage à la gentillesse. Donc, tu vois, toute une série de comportements qui vont être comme ça décrits dans l'article. Et en fait, ce que dit l'article, c'est que si on observe quelqu'un qui a tous ces comportements en même temps, de manière intense et je dirais anormale, alors on peut penser qu'on a affaire potentiellement à quelqu'un qui a une pathologie. Et bien sûr, quand on va lire cet article, on va se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, l'autre fois, il n'était pas comme d'habitude. » Ou bien on va se dire « Tiens, c'est vrai, l'autre fois, il m'a donné du travail et puis vraiment, j'en avais trop et il ne m'a pas aidé. » Et ce genre de choses. Et quand on va avoir des relations avec notre boss, en fait, on va rechercher tous les indices qui vont nous permettre de confirmer cette première hypothèse. Et c'est là que c'est dangereux, c'est qu'on va se mettre à observer notre boss avec cet a priori et avec ses lunettes. Et on oublie d'ailleurs volontairement des choses, c'est-à-dire qu'on oublie que oui, il a certains aspects qui ressemblent à ça, mais il en a d'autres qui ne ressemblent pas du tout, par exemple. Ou bien, oui, de temps en temps, il fait ça, mais pas tout le temps. Et donc, on va faire immédiatement le lien entre ces comportements observés et la pathologie. Et donc, on ne va pas remettre en cause que cet article a été émis par un journaliste, qui n'est pas forcément un spécialiste de la chose, certainement pas d'ailleurs, et que nous-mêmes, on n'est pas formés à l'observation clinique. On ne va pas se dire, par exemple, en ce moment, mon boss, il est fatigué, donc oui, il s'énerve facilement. Ou bien, il est simplement différent de moi, donc quand lui,
il est capable d'encaisser une forte charge de travail, moi je ne suis pas capable. Ou bien il va me présenter des choses d'une manière qui pour moi est suspecte, etc., etc. Et là où c'est pervers, c'est le cas de le dire, c'est que sur le coup, ça va presque nous rassurer. C'est-à-dire que moi je vois bien quand j'ai discuté avec des gens qui ont eu des problèmes avec leur patron, et qui ont finalement décrété que c'était parce que leur patron était un pervers narcissique, quelque part, sur le coup, ça les a rassurés. En fait, ils se sont dit à ce moment-là, « Ah oui, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose de bizarre, et en fait, c'est pas moi qui ai un problème, c'est lui. » Et en fait, sur le coup, ça va nous rassurer. Et en général, on va même ancrer cette croyance parce qu'on va se mettre à en parler autour de nous. Oui, mon boss est un pervers narcissique, c'est pour ça que j'ai des problèmes, etc., etc. Et on va s'auto-confirmer parce qu'en général, les gens autour de nous, ils vont pas nous détromper ou ils vont pas nous dire mais non, là t'exagères, etc. Ils vont plutôt écouter ce qu'on a à dire, etc. Et nous, à force de le répéter, on va ancrer cette impression en nous. Et surtout, comme on l'aura dit à d'autres personnes, on va pas se donner le droit de faire évoluer la relation. C'est-à-dire de se dire finalement, c'est peut-être pas ça le problème. Et là, c'est vraiment la deuxième phase qui m'ennuie beaucoup parce qu'en faisant ça, en cataloguant votre chef comme étant un pervers narcissique ou abusif ou toute autre pathologie, j'ai pris ça parce que c'est celle qui revient le plus sur le web, vous allez vous enfermer parce qu'en fait, vous n'aurez plus qu'une seule alternative. C'est-à-dire que vous aurez deux choix, soit fuir, soit subir. C'est-à-dire que soit vous allez admettre cette emprise tout en la vivant mal, et donc c'est horrible parce que ça, je dirais que ça ne vous permet pas de résoudre votre problème, ou soit vous allez démissionner, c'est-à-dire que vous allez résoudre le problème en réalité sans l'avoir résolu. Parce que vous n'êtes ni en position ni en capacité de faire changer votre boss. Un, vous n'avez pas la position hiérarchique, vous n'avez pas le pouvoir. Et deux, vous n'avez pas la compétence médicale. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez déterminé que quelqu'un avait une pathologie grave, vous ne pouvez pas le soigner puisque vous êtes pas psy. On en a parlé dans un podcast qu'on a appelé « Manager, ne jouez pas au psy », mais ça s'applique aussi à vous, même si vous n'êtes pas manager. Vous ne changerez pas l'autre. Vous ne changerez pas quelqu'un qui a une affection pathologique. D'ailleurs, c'est même pas votre rôle. Et c'est là que j'en veux à ces articles. Je pense que ces articles, au départ, peut-être que quelquefois, ils sont faits pour aider les gens. J'en doute, parce que c'est impossible que ça les aide. Sauf si, effectivement, ils sont en présence du cas quasiment très, très rare où on est devant quelqu'un qui a une pathologie grave. Et dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais ce qui m'embête avec ces articles, c'est que on va apporter en fait une fausse solution à un problème relationnel. Et donc, moi, je suis là pour vous dire que avant de classer de cette manière votre manager, essayez autre chose. Ensuite, vous pourrez décider de rester ou de partir. D'ailleurs, s'il est complètement avéré que vous ne pourrez pas travailler ensemble, c'est-à-dire que soit réellement il est malade, ou soit simplement il y a vraiment une incompatibilité absolue, il faudra quitter ce boss abusif. Alors, ce que tu nous conseilles, c'est de faire évoluer la relation finalement. Oui. En fait, quand il y a un inconfort ou un conflit, ce que je vous conseillerais toujours de faire, c'est de faire évoluer la relation qui vous lie. Je vous dirais, n'essayez pas de changer l'autre, et c'est ce que je conseille toujours, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas changer l'autre. Je l'explique en détail dans un autre podcast, je ne me souviens plus lequel, où j'explique qu'en fait, c'est peut-être dans Manager ne jouez pas au psy, je pense. Vous ne pouvez pas changer l'autre parce qu'en fait, vous ne pouvez pas connaître l'autre en profondeur. En fait, l'autre, il faut le voir un petit peu, je dirais, comme une planète, une sphère. Au centre, il y a le cœur et les pensées de la personne, même des pensées inconscientes. Mais vous n'avez pas accès à ça. Vous n'avez accès, je dirais, qu'à la croûte terrestre, qu'à l'extérieur. Et ça, à l'extérieur, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous voyez et ce que vous entendez de lui ou elle. C'est son comportement. Il ne faut pas essayer d'aller plus loin que ça parce que c'est très compliqué. Et surtout, j'explique en détail pourquoi, vous avez peu de chances de réussir. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est chercher à changer la relation que vous avez avec cette personne. C'est comme quand on est en conflit avec quelqu'un. En fait, ça commence toujours à s'arranger un conflit si vous réussissez à extérioriser le conflit. Qu'est-ce que ça veut dire extérioriser le conflit ? C'est-à-dire de voir le conflit en fait comme une troisième personne. C'est-à-dire que si vous êtes tous les deux en train de vous enguirlander, votre problème c'est l'autre. Mais si vous réussissez à vous dire mais non, notre problème commun c'est pas l'autre, notre problème commun c'est le conflit. Et donc, c'est à partir du moment où tous les deux, vous aurez identifié qu'il y a un conflit et que vous travaillerez sur ce conflit que ça peut changer.
Il y a une citation de Marc Aurèle que j'aime bien, qui est « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Donc la première sagesse qu'on peut avoir quand on a un problème relationnel avec quelqu'un, c'est que vous n'avez pas vraiment un problème avec la personne, il y a un problème relationnel, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, il faut s'attaquer à ce problème relationnel. Et donc, il faut partir du principe que tu ne peux pas changer l'autre, mais que tu peux changer la relation. Oui, mais si l'autre n'est pas d'accord, s'il est déjà même pas conscient qu'il y a un problème. Ça, on est d'accord. En plus, c'est ton chef. Donc, ce que je vous déconseille aussi absolument, c'est d'aller voir votre chef et vous lui dire « Écoutez, chef, je pense que vous avez un problème. » Ou « On a un problème relationnel. » Vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire « Oui, je pense qu'on a un problème relationnel. » Pourquoi pas? Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire. En fait, ce que je veux dire, ça va paraître bizarre quand je vais le dire, mais je le dis quand même, c'est que pour changer, on n'a pas besoin d'être deux. Ou en tout cas, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas attendre que l'autre change pour changer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous allez voir votre chef et vous lui dites « Écoute, chef, je pense qu'on a un problème relationnel » et puis c'est tout, c'est-à-dire que vous lui laissez la balle dans son camp, vous allez attendre longtemps. Encore une fois, vous n'avez pas accès aux pensées de l'autre. Et donc, vous ne pouvez pas changer directement son comportement. La seule chose que vous puissiez faire, et moi je vous conseille de faire ça même avant de dire à votre chef qu'il y a un problème relationnel, c'est de changer votre comportement. En fait, vous avez accès à une seule chose, c'est votre comportement à vous. Et c'est ce changement de votre comportement qui va influencer le comportement de l'autre et finalement faire évoluer la relation. Et là, clairement, la bonne nouvelle, c'est que c'est de vous que ça dépend. Si vous avez décidé que votre chef était un pervers narcissique, il ne va rien se passer parce qu'en fait, vous avez décidé qu'il avait un problème et on sait que vous n'êtes pas en mesure de résoudre ce problème. Donc, il ne va rien se passer, c'est sûr. Ou peut-être, mais ce n'est pas vous qui dirigez, qui avez les commandes. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on s'en fiche en réalité de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, votre chef. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire, vous, en fonction de ça. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la relation en main. Pas la prendre en allant lui dire « Écoute, je vais aller prendre la relation en main », de la prendre en main en changeant votre comportement. Ok, et alors comment on fait? Alors, en fait, il faut passer par 3 phases. C'est les phases, d'ailleurs, que j'utilise aussi dans le disque. C'est première phase, observation. Deuxième phase, classification ou catégorisation. Et troisième phase, action. En fait, dans un premier temps, vous allez observer votre chef, mais pas avec le filtre des magazines inspirés des psys. Ça, c'est du commerce, c'est débile, souvent, hein, pas toujours, mais souvent, et c'est destructeur. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, vous avez déjà commencé à le faire. Si vous avez effectivement des soupçons et que vous vous dites « mon chef, c'est sûrement un pervers narcissique », c'est quelque part, vous avez appliqué un filtre à ce que vous observez de votre chef, mais peut-être pas le bon filtre. Moi, je crois au modèle DISC, le dominant, influent, stable, consciencieux. Si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous connaissez ce modèle ou vous avez eu une première approche de ce modèle. Et j'aime bien ce modèle parce que déjà, c'est un modèle qui ne juge pas, justement. Il ne met pas une étiquette de jugement sur la personne. C'est un modèle qui observe les comportements de la personne, c'est-à-dire sa manière de parler, la manière de s'habiller, les gestes qu'elle fait, les mots qu'elle emploie. Et en fait, ce n'est pas pour porter un jugement de valeur, c'est pour déterminer la tendance comportementale de la personne. Et en fait, en regroupant des indices que l'on observe, on va déterminer la grande famille comportementale à laquelle l'autre appartient. Et puis on pourra même connaître la nôtre de famille comportementale. Et j'insiste sur comportemental, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de jugement. On dit jamais il y a un bon profil ou un mauvais profil. Par exemple, le profil consciencieux, il n'est pas supérieur au profil dominant, ou le profil influent serait plus valorisant que le profil stable. Pas du tout, c'est juste une observation de la manière d'agir, de faire, etc. C'est quelque chose qui est indéniable. Donc ce qu'on se contente de faire, c'est vraiment de classer les gens comme ça. C'est pas de dire il y a un bon classement ou pas, c'est-à-dire on les classe pas en ordre, on dit juste, bah tiens, lui il a plutôt cette manière-là de communiquer, et moi j'ai plutôt cette manière-là de communiquer. Et donc, on voit qu'il y a des profils qui ont des tendances, et que ces tendances ont des forces et des faiblesses. C'est-à-dire qu'une force, si on la pousse jusqu'au bout, ça peut devenir une faiblesse. Et en plus, en faisant cette observation, donc là, vous avez fait cette observation, vous avez fait la catégorisation, vous allez peut-être vous rendre compte
que le profil de votre chef et le vôtre, en fait, de temps en temps, ou tout le temps, ils rentrent en résonance ou en conflit. Et ça peut expliquer vos difficultés. C'est-à-dire que, quelque part, il y a des profils qui sont éloignés, mais comment dire, même inconsciemment, votre boss, il peut être en train de jouer sur une des composantes de votre profil, et ça répond à la sienne, et ça fait une résonance, et c'est comme ça que vous arrivez à une situation, en fait, où c'est plus vivable. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir appliquer des espèces de recettes ou des actions que j'ai regroupées en différents types. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir certaines acceptations, des acceptations raisonnables. Vous allez devoir mettre en place des protections, c'est-à-dire vous méfier des excès de votre boss puis savoir quoi faire quand ça arrive. Des adaptations, c'est-à-dire vous-même dire bah oui, mais à chaque fois que je fais ça, je le mets en rogne, donc je vais faire autrement. Des interdits, des choses qu'il faut jamais faire avec ce profil-là parce que c'est sûr vous allez le faire sauter au plafond. Et puis surtout des complémentarités, c'est-à-dire des choses qui existent chez vous, qui n'existent pas chez votre boss et vice-versa, et qui vont permettre que vous travaillez mieux ensemble. Et tout ça, en fait, c'est ce que j'ai développé dans le module 7 de la formation qui s'appelle le PDCH. PDCH, alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est vrai que c'est un peu moche comme nom, mais c'est le nom du module 7 de la formation, c'est le pas de côté hiérarchique. J'ai pas trouvé de meilleur, quand j'ai fait la formation, j'ai pas trouvé de meilleur titre, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'une fois que tu as suivi la formation, que tu as progressé en management, que tu as appris à mieux maîtriser ton temps, que tu commences à avoir, je dirais, des résultats, etc., il se peut que tu aies besoin de faire évoluer ta relation avec ton chef. Soit parce qu'elle n'est pas bonne, soit parce que le fait que tu aies évolué en tant que manager, il y a besoin d'une petite remise au point. Et donc, moi, j'ai toujours dit que ne donnez pas de conseils à votre chef, ne cherchez pas à le faire changer, etc. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ce fameux pas de côté, c'est-à-dire se mettre un peu sur le côté, observer votre chef, voir comment il se comporte et voir comment vous pouvez vous adapter à lui pour que ça se passe mieux ou pour que vous ayez une meilleure relation. Et donc, ce module-là, c'est pour ça qu'il a ce titre un peu bizarre, il rentre en fait dans un processus qui est la formation, mais il peut être totalement indépendant de la formation. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai changé le titre. J'ai dit comment changer la relation avec votre boss ou comment améliorer la relation avec votre boss. Je vous dirai tout à l'heure comment vous pouvez avoir accès à ce module-là sans prendre la formation, puisqu'en fait, il peut être totalement fait de manière indépendante. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va apprendre, ou plutôt qu'est-ce qu'on va faire dans ce module? On va apprendre des choses, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. On va apprendre à améliorer la relation avec notre chef. Et en fait, ça commence par une analyse en faisant un mini diagnostic DISC. Alors, on ne va pas devenir un pro du DISC en prenant ce module, parce que ça, c'est l'objet d'une plus grosse formation que je suis en train d'enregistrer, où là, ce sera vraiment comment maîtriser l'outil DISC dans nos relations. Mais je fournis quand même, dans ce module, un outil de diagnostic rapide qui te permet d'analyser le mode comportemental de ton ou de ta boss. C'est-à-dire à travers les problèmes que tu as avec lui, les excès que tu peux constater ou les choses qui ne te plaisent pas, assez vite, tu vas pouvoir le mettre dans un profil. Et donc, encore une fois, le DISC, c'est aussi un modèle caricatural. On n'est jamais complètement D, I, S ou C, mais c'est pas grave. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout de regarder les choses qui sont saillantes dans le caractère de notre boss et qui nous posent des problèmes. Et là, j'insiste, on n'est pas du tout en train de le classer comme un fou dangereux ou comme un schizophrène ou comme un pervers narcissique. On est sur du comportemental. Et d'ailleurs, ça peut être assez rigolo, hein. Moi, j'ai une des stagiaires, des participantes à la formation qui me dit qu'elle a vraiment beaucoup rigolé en faisant ce truc-là, parce qu'en fait, son boss, c'est son mari. Donc, elle a retrouvé des tendances qu'il avait. Donc, en fait, on va déterminer le profil en faisant un mini-diagnostic qui n'est pas hyper précis, mais qui permet déjà de dégager une tendance. Et ensuite, dans une des parties, je propose des suggestions d'actions qui vont être classées selon différentes choses. Il y a les acceptations, les protections, les adaptations, les interdits et les complémentarités. Donc l'acceptation, c'est de se dire il y a des constantes qu'on va devoir accepter chez ton ou ta chef, même si ça t'énerve. Vous avez un profil différent, il fait souvent telle chose, oui, mais c'est sa tendance. Donc ça c'est sûr, hein, ton chef ou ta chef, il sera jamais exactement comme tu voudrais. De toute façon, le chef parfait, ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais rencontré. Donc, il y a des acceptations à faire.
Je vais donner aussi des conseils de protection, parce que parfois il peut y avoir des excès et il faut savoir comment répondre, et ça peut être préjudiciable, un excès, quand on n'a pas de limite, et on peut voir que ton profil peut aussi te prémunir contre certains excès. Et puis je donne des conseils d'adaptation, des actions d'adaptation, ce que tu peux faire pour t'adapter à ton ou ta chef. Je parle des interdits, ça par contre ce qu'il faut surtout pas faire. Et puis surtout, et c'est je pense le plus important, je te conseille sur des complémentarités, parce qu'en fait, les faiblesses de ton ou de ta boss, elles peuvent être des forces chez toi, et donc ça peut être intéressant que vous travaillez ensemble là-dessus. Par exemple, il y a des profils de chefs qui sont justement pas à l'aise du tout avec l'harmonie, la convivialité, etc. Et toi, si ça te fait souffrir, c'est probablement parce que c'est une force chez toi. Et dans ce cas-là, il y a sûrement quelque chose à faire. C'est-à-dire que peut-être que dans l'équipe, tu peux prendre en charge le rôle de celui ou de celle qui va un petit peu compenser le manque d'empathie de ton ou de ta boss. Et ça va peut-être l'arranger, ça va t'arranger aussi, et ça ne se fera pas à son détriment ni au tien. Donc, moi, je pense que... et puis après, oui, il y a toute une partie sur la manière de... quand on se fait réprimander, quand on se prend la colère de notre boss, en fait, on va voir que ça peut nous être utile, et qu'il y a une manière, je dirais, de prendre du recul par rapport à ça, des choses qu'il faut faire tout de suite, et puis des choses qu'il faut faire ensuite. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi quand on nous donne trop de travail? On en a parlé un petit peu, on l'a déjà évoqué assez largement dans le dernier podcast, celui sur le burn-out. Et voilà, après, il y a un tas de conseils en dehors de ces acceptations, protection, adaptation, interdit et complémentarité, de ce qu'il faut faire et à quoi ça peut servir. Et oui, de se faire engueuler ou comment répondre à une charge de travail trop importante. Donc, moi, ce que je pense, c'est que tout ça, ça peut complètement changer les choses. Cette méthode, elle peut vraiment changer les choses. Et surtout, je pense que si on ne le fait pas, on risque de rester dans une situation inconfortable toute notre carrière, ou de finir par partir par dépit. Et je trouve que c'est dommage. Alors, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais ça va forcément améliorer les choses que de changer de point de vue. Et dans tous les cas, on va pouvoir nous-mêmes évoluer en faisant ce travail. C'est-à-dire que même si on réussit pas à résoudre la relation et qu'en définitive, on s'en va, on aura appris des choses. Et je pense que ce qu'il ne faut pas, c'est penser que cette situation, elle est inéluctable. Je crois que c'est le pire. Moi, je préfère les gens qui partent plutôt que les gens qui finissent par accepter ce genre de situation. Et malheureusement, je trouve que c'est quand même le piège dans lequel ces articles sur les pervers narcissiques, etc., nous font tomber. Il faut vraiment avoir envie que la situation change, avoir envie de s'en sortir, ou carrément de sortir, parce qu'en fait, c'est pas parce que vous avez fait ce diagnostic, ce faux diagnostic, que vous avez les outils pour le résoudre. C'est pas un article qui va vous permettre de le résoudre. Ok, et comment on peut avoir accès au module 7 du coup? Tu peux nous expliquer? Alors, si vous voulez faire le module 7 et que vous n'êtes pas quelqu'un qui participe à la formation, si vous êtes déjà dans la formation, c'est pas la peine, hein, vous allez avoir ce module. Donc, si vous voulez le faire, vous allez dans le menu, vous allez sur le site www.outildumanager.com, vous cliquez formation et là, vous verrez, j'ai ajouté une option module 7 dans le menu. Et là, vous pourrez accéder directement au module. Vous verrez, il y a une vidéo de présentation où je vous explique en détail le contenu du module. Puis après, vous pourrez, si vous voulez, passer commande. Donc, le prix, il est intéressant. Et en plus, en ce moment, il y a une promotion. C'est-à-dire que si vous prenez ce module et que vous prenez ensuite la formation, parce que vous avez envie d'aller plus loin dans votre rôle de manager ou autre, eh bien, le module sera déduit, je vous le rembourserai, et vous aurez une remise en plus sur la formation. C'est-à-dire que c'est temporaire, ça, hein, de pouvoir accéder au module de manière séparée. Donc, je ne sais pas à quelle date vous êtes en train d'écouter ce podcast. Là, on est le 12 décembre 2018. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir si c'est toujours disponible, si ça vous intéresse. Puis, je vais vous mettre aussi, de toute façon, un lien direct dans le descriptif qui vous permettra d'accéder directement au module. Voilà. Donc, juste pour résumer le module, ce que vous saurez faire à la suite de ce module, c'est comment vous libérer en fait des 3 problèmes fondamentaux qu'on a en général avec son boss. Le premier, c'est le sentiment de ne pas se comprendre et de ne pas s'entendre. Le deuxième, c'est il nous donne trop de travail sans se soucier de notre charge ou de notre confort. Et le troisième, c'est il nous fait sentir le poids hiérarchique, voire il nous réprimande en permanence. Il n'est que dans le reproche vis-à-vis de nous. C'est vraiment les 3 choses en général, moi, qu'on m'évoque quand il y a un problème, quand on a un problème avec son boss. Ce que ça va permettre de remettre en cause, parce que c'est ça qui vous bloque aujourd'hui probablement, c'est le fait que ce soit inéluctable
et donc les analyses de bas étage sur le pervers narcissique, ça nous met là-dedans. Pour moi, c'est pas intéressant. La deuxième chose, c'est que vous pouvez être quelqu'un qui est trop à la recherche de la perfection, soit la perfection que vous recherchez, soit la perfection qui vous demande. Et on va voir dans ce module qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut viser, c'est plutôt l'efficacité. On verra la différence entre les deux. C'est de croire que vous êtes obligé de subir une relation. En fait, on peut changer une relation, on doit la changer et on ne doit pas attendre l'autre. On n'a pas besoin d'être deux pour la changer. On peut faire des choses soi-même qui vont la faire évoluer. Et puis, ce que ça peut remettre en cause aussi, c'est si vous êtes bloqué, si vous êtes dans cette catégorisation de votre boss, vous vous dites que tout est de sa faute et que rien ne changera. Alors peut-être que tout est de sa faute, mais le rien ne changera, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez faire quelque chose pour faire changer les choses. Et donc, ce que ça peut résoudre, c'est un inconfort relationnel, un manque d'efficacité ou un risque de burn-out, parce qu'en général, c'est vers ça qu'on va si on ne sait pas se défendre. Et donc, ce que ça peut apporter en plus, c'est une efficacité renforcée et surtout une entente et une complémentarité entre vous deux qui va permettre qu'en fait, les choses vont mieux se passer et que vous allez être plus productif pour l'entreprise. Donc là, tout le monde gagne. Alors, c'est pas une baguette magique. Quand je le présente, on a l'impression que c'est le truc formidable. Mais bon, clairement, il faut avoir envie de le faire. Puis surtout, il y a quelques techniques à apprendre. Donc, utiliser le disque qui va nous permettre de comprendre les interdits, les différences et compatibilités. Utiliser un autre petit processus qui permet de rendre efficaces les engueulades et les remarques de votre boss. Des petites choses pour prendre le contrôle de la relation. Et puis, je vais vous parler de ce que j'appelle le feedback provoqué. Vous savez que le feedback, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, mais le feedback, en général, c'est le feedback que vous allez donner à vos collaborateurs en tant que manager, mais pas seulement. Peut-être que vous pouvez provoquer, quand votre boss ne vous fait pas de feedback, vous pouvez le provoquer, je vous expliquerai comment. Et puis, je reviendrai en fin de module sur la fameuse courbe en queue de cochon, celle qui vous montre qu'en fait, ces moments où vous allez avoir des questionnements ou des douleurs ou des choses comme ça difficiles dans votre vie, dans l'entreprise, en fait, ça peut être une occasion de vous améliorer. Voilà. Donc, c'est temporaire, mais le module, il est accessible indépendamment de la formation. Il faut que vous suiviez le lien que je mets en descriptif ou vous alliez sur le site, que vous cliquiez formation ou formation en ligne, je ne me souviens plus, et dedans, vous cliquez l'option module 7, comment améliorer la relation avec son chef. Ok, super Cédric, c'est vraiment intéressant d'avoir, comme tu le fais toujours, des points concrets d'action pour améliorer les choses dans sa vie professionnelle. Avec oui, quand parce même, un coup de gueule, c'est bien, mais c'est aussi bien de dire, de donner quelques pistes. C'est intéressant parce que vraiment, ça permet d'agir sur quoi on peut agir, avec quand même une dernière mise en garde, comme tu l'as fait aussi pendant le podcast. C'est si après avoir fait tout ça, etc., on va essayer de modifier la relation en ayant vraiment fait des choses concrètes et intelligentes pour ça. Vous sentez que vous êtes toujours en souffrance, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à partir pour vous préserver. Tout à fait, oui, attention. Et même si votre boss n'est pas quelqu'un qui a une pathologie, parce que ça peut être quelqu'un qui est dans un état temporairement, mais dans un état où en fait il fait des choses qui sont pas acceptables. Très clairement, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut accepter la souffrance. Pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est au contraire, essayez d'abord de prendre le contrôle sur la relation, c'est-à-dire sur la partie où vous pouvez prendre le contrôle qui est votre comportement. Et effectivement, s'il n'y a absolument aucune issue, vous allez la trouver, l'issue. C'est-à-dire que vous allez sortir de la relation. C'est clair. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. À bientôt. Salut.